Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de réformes et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Il y a un écocide. La Turquie, le Japon, la Chine. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Alors vous voulez qu'on donne un coup de main au changement après que le changement ait échoué? Il faut qu'on parle de tout ça, non? Le placo est complètement creux et on sent bien un courant d'air qui passe et qui en ressort d'ailleurs. Dur de vivre tous dans 15 mètres carrés, avec les enfants, 1 an et demi et 14 ans. Et quand la pluie tombe, ça coule de tout, ça coule de partout, il y a des trous partout. Voilà. Comment on vit? Forte odeur de moisissure, électricité défectueuse par endroits, présence de rongeurs. Je trouve pas ça normal qu'on laisse une famille comme ça dans de telles conditions, sachant que ça fait depuis qu'on est toute petite qu'on est dans des conditions comme ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le podcast des Jeunes de Terra Nova, le podcast qui part à la rencontre de la société civile inspirante et inspirée. Aujourd'hui, toujours accompagné de Laurent Goyard, directeur général de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat. Bonjour Laurent. Aujourd'hui, nous allons explorer les enjeux auxquels sont confrontés les acteurs du logement social, alors sous 2 angles. D'abord, comment est-ce qu'ils font pour répondre aux besoins en logement des Français? Puis nous viendrons à expliquer comment est-ce qu'ils prennent en compte les enjeux environnementaux. Quelques chiffres sur la crise du logement que nous traversons. On compte aujourd'hui 4 millions de personnes qui souffrent de mal logement ou d'absence de logement en 2020. Et en plus de cela, il faut compter 9,1 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en 2021. Cette crise du logement a lieu alors qu'il y a depuis 2007 un droit au logement opposable. Pourtant, selon le Haut Comité pour le droit au logement en 2020, 77 684 ménages exactement qui sont dits prioritaires et urgents d'ALLO attendent toujours une proposition de logement. Il y a donc une nécessité à construire des logements. Dans ses études, l'Union sociale de l'habitat chiffre ce besoin de construction à 500 000 logements par an et dont 200 000 logements sociaux. Alors Laurent, très vite, une première question pour déminer le terrain. Aujourd'hui, l'offre de logement est insuffisante. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette crise du logement et ce fait qu'effectivement qu'on ait 4 millions de personnes mal logées, chiffre qui ne baisse pas depuis maintenant plus d'une décennie, alors que concrètement, si on reprend le début de notre conversation et dans les années 50-60, il y avait des dizaines il y avait au moins 10 ou 20 millions de personnes mal logées, on a réussi quand même collectivement à faire en sorte que les conditions de logement des Français s'améliorent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais on a le sentiment effectivement aussi que depuis quelques années, ce progrès a cessé et que finalement on a plus de nouveaux problèmes de logement et de personnes mal logées et en attente d'un logement HLM notamment qu'il y a 10 ou 15 ans et donc que la situation se détériore. Et ça c'est vraiment un fait. Alors il y a la crise économique qui a joué un rôle avec effectivement des personnes éloignés de l'emploi, qui ne pouvaient donc pas bénéficier d'un logement dans le parc privé, qui se sont tournés vers le parc HLM. Une crise donc aussi sociale au sens où tout simplement il y a plus de ménages qu'avant. Les gens divorcent, les gens vivent de plus en plus seuls. Il y a voilà, donc il y a besoin de plus. La population augmente, mais il y a aussi le desserrement des ménages, donc il y a de plus en plus besoin de logements. Un couple qui se sépare, c'est au moins, on passe de 1 à 2 logements. En plus, s'ils sont propriétaires, il y en a un qui va garder le logement, l'autre va avoir besoin d'un logement locatif, souvent dans le parc social. Et donc voilà, il y a ces facteurs multiples qui font que il y a une crise du logement qui se concentre dans les grandes métropoles parce qu'il y a aussi une métropolisation de l'économie et c'est là que l'emploi et les nouveaux emplois se concentrent. Donc du coup, le logement social ou le logement, peu importe d'ailleurs, le logement social et le parc locatif privé, de certains territoires aujourd'hui moins utiles. Il y a des taux de vacances élevés, notamment dans le parc privé, parce que les gens habitaient près de leur lieu de travail, donc dans les métropoles ou autour des métropoles. Donc tous ces facteurs font qu'il y a une vraie crise du logement qui aujourd'hui s'accentue, parce qu'en plus, il n'y a plus la possibilité, en tout cas une moindre possibilité d'accéder à la propriété, avec l'explosion des prix de l'immobilier, et puis avec l'explosion des prix de l'immobilier, et puis avec la hausse des taux d'intérêt. Donc le parcours résidentiel est bloqué, donc les locataires HLM ne peuvent plus quitter leur logement, les locataires du parc privé ne peuvent plus quitter leur logement pour accéder à la propriété, et donc aujourd'hui le système est complètement embolisé, avec une production privée de logements qui baisse et une production HLM
qui baisse également. On n'a jamais fait si peu d'agréments de logements sociaux que depuis près de 20 ans. Alors justement, Laurent, quelles sont les marges de manœuvre dont disposent les bailleurs sociaux aujourd'hui pour répondre à ces enjeux ? Justement, nous on dit qu'on n'a plus de marge de manœuvre et qu'en fait nos marges de manœuvre ne cessent de se réduire. Et ça, c'est vraiment un vrai sujet. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des mesures que le gouvernement actuel, depuis 2017 en clair, ça s'est aggravé, a pris et qui a conduit à cette situation, notamment en termes de production HLM. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans un cercle vertueux, on est plutôt dans une situation où la baisse de la production semble inéluctable. On pense que 2024 sera pire que 2023 et 2025 pire que 2024, en termes de production HLM et de production d'ailleurs, tout secteur compris, en termes de logements nouveaux. Donc, non, on est très pessimiste aujourd'hui. Il y a l'accès au foncier, compliqué, cher, très cher. Il y a les coûts de construction qui ont explosé. Il y a les taux d'intérêt qui, évidemment, surenchérissent l'endettement des bailleurs et des constructeurs. Donc là, la situation est vraiment mauvaise. Et pour l'instant, nous ne voyons pas de mesures qui permettraient de relancer la machine. L'idée, c'est pas de bombarder le territoire de logement n'importe comment, n'importe où. C'est vraiment avec les collectivités locales, qui sont quand même acteurs des politiques du logement au travers des plans locaux de l'habitat, etc., de pouvoir effectivement construire là où on a des besoins, beaucoup dans les grandes métropoles, un peu moins dans les villes moyennes et parfois peu dans les territoires ruraux, mais moi je me permets de le dire, il y a des besoins en logement dans tous les territoires, pas uniquement, alors quantitativement ça n'a rien à voir entre les métropoles et les territoires ruraux, mais il y a des besoins en logement partout. Parce que tout simplement aussi, sociologiquement, les ménages évoluent, et donc on n'a pas tout à fait les mêmes besoins qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Dans les années 50, 60, 70, dans les HLM, il n'y avait que des familles, quasiment, avec des enfants. Puis petit à petit, aujourd'hui, 25% des locataires HLM ont plus de 60 ans. Donc on voit bien qu'il y a des changements sociétaux qui sont là aussi et qui viennent perturber la chaîne du logement. Justement, j'aimerais qu'on zoome sur une population en particulier, c'est celle des jeunes. Dans un dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal-logement en France, les indicateurs sont en rouge. On parle davantage d'étudiants mal logés ou encore de jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance sans solution de relogement. En tant que bailleur social, quelles pistes de solutions matérielles ou financières voyez-vous pour répondre à ces populations précaires ? Il existe plein d'outils déjà, mais qu'il faut développer. Il y a des résidences étudiantes qui sont produites par des privés ou par des bailleurs sociaux. Il y a les foyers de jeunes travailleurs qu'il faut encourager. Je pense qu'il y a aussi, dans notre pays, on a aussi un peu oublié, mais ça c'est, j'allais dire, les années Sarkozy. On a décidé de couper un peu à l'aveugle dans les services publics, dans les administrations. Aujourd'hui, on a des services sociaux qui n'ont plus les moyens de faire le boulot qu'ils pouvaient faire il y a 10 ou 20 ans. Je veux dire, tout ça, c'est un tout, quoi. Donc, répondre aux problèmes des jeunes, c'est vrai. Le logement social, de ce point de vue-là, loge de moins en moins de jeunes de moins de 30 ans. Parce qu'effectivement, le taux de rotation diminue. Et puis, les critères de priorité qui sont fixés par les pouvoirs publics nous invitent plutôt à loger d'autres types de population. Et ça, c'est vraiment regrettable parce qu'aujourd'hui, effectivement, les jeunes ne peuvent pas se loger. Là aussi, métropolisation, concentration des universités, abandon, il y a des villes moyennes qui ont des universités qui ont fermé, etc. Concentration des étudiants dans les métropoles où le foncier, le prix des loyers explosent. Donc, on n'a pas pris la mesure de cette explosion des prix du foncier. Là où un étudiant à Paris se logeait dans une chambre de bonne, aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, il doit pouvoir trouver effectivement un logement qui soit à des loyers raisonnables, donc trouver des résidences étudiantes avec des loyers HLM, des loyers encadrés. Donc il faut accélérer la production de ces logements, et il faut du foncier, il faut une volonté politique pour faire ça. Ensuite, il y a aussi, moi je pense que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, ce sont les jeunes qui sortent d'ASE, C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup parce qu'on travaille beaucoup avec les départements, parce que beaucoup d'offices HLM sont rattachés à des départements, et c'est un sujet qu'on est en train d'investiguer avec des expérimentations. On essaye de casser un peu les blocages, et par exemple, ce qu'on veut développer, c'est de dire aujourd'hui, on construit des logements, il faut pouvoir loger les jeunes sortis d'ASE, qui seront suivis par les associations d'intermédiation, mais on peut les loger pas dans un foyer, dans un immeuble banalisé où on va réserver 5 logements pour ces jeunes, etc., avec le suivi qui va. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais, parce que le temps de construire le foyer, qui ensuite peut-être ne servira plus, etc., il faut vraiment ouvrir les portes pour trouver des solutions à ces situations. Quand même, là, franchement, vous touchez un point sensible, parce que c'est vrai que laisser des jeunes,
Jusqu'à 18 ans, vous avez des jeunes qui sont suivis. Voilà. À 18 ans, ils ne le sont plus. Je veux dire, il y a quelque chose de totalement aberrant, hein, où on a l'impression en France qu'on a des seuils, une fois qu'on l'a dépassé, c'est fini, quoi. Hein. En fait, la vie est quand même un peu plus compliquée que ça. Donc oui, il y a un vrai sujet sur le logement des jeunes, et le parc social donc peut contribuer. Il y a des organismes aujourd'hui qui essayent de prendre une proportion de jeunes de moins de 30 ans, alors plutôt aussi les jeunes salariés, parce que c'est aussi eux qui ont du mal à se loger, parce que les jeunes salariés ou les jeunes entrepreneurs, hein, ceux qui travaillent chez Uber, etc., les auto-entrepreneurs, donc, qui ont aussi beaucoup de mal à se loger. Donc c'est un public auquel on veut s'intéresser. Oui. Deuxième enjeu sur lequel je voulais attirer votre attention aussi, Laurent, au-delà de la crise du logement, comment est-ce que les bailleurs sociaux intègrent les enjeux liés au réchauffement climatique? Plus précisément, comment ils gèrent les risques, alors ce qu'on appelle les risques physiques, c'est-à-dire les incendies, les sécheresses, les canicules, le gel, les tempêtes, etc. Et aussi les risques de transition. Alors, on entend par là les impacts financiers qui résultent des effets de la mise en place d'un modèle économique bas carbone sur les acteurs économiques. Un sujet majeur, mais vraiment au cœur de nos préoccupations, parce que on a un peu d'histoire, on a un peu d'expérience dans le logement social sur les enjeux énergétiques d'abord. Donc c'est pas directement les enjeux climatiques. Premier choc pétrolier, les bailleurs sociaux ont isolé massivement leur patrimoine pour faire des économies à leurs locataires. Bon, ça a plutôt bien fonctionné. Et puis aujourd'hui, on est confronté à un nouveau choc énergétique avec la hausse des prix du gaz, etc. Et puis à des enjeux de réduction de l'empreinte carbone qui sont majeurs pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc il faut arriver à concilier ces deux aspects. L'aspect social, parce qu'il faut que nos locataires puissent vivre correctement dans leur logement, se chauffer, etc., mais le faire avec évidemment le moins d'empreinte carbone possible. Donc ça, c'est des enjeux majeurs. Le parc social est plutôt en avance sur ces sujets-là, puisqu'en fait, on a affaire à des opérateurs structurés qui ont des spécialistes de ces sujets dans leurs équipes. Donc nous, on travaille de façon globale sur deux trajectoires. La trajectoire SNBC, donc 2050. Alors 2030, on attend les décrets d'application de la nouvelle 50-55 de l'Europe, etc. Mais en tout cas, donc d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc nous, pour le patrimoine des offices, c'est 2,2 millions de logements. On a fait des simulations de cette trajectoire. D'abord les possibilités physiques des bâtiments, comment faire, les modes de chauffage, etc. Et puis le coût financier. Donc on a une vision à peu près précise des choses. Donc il va falloir mettre quand même pas mal d'argent. Mais bon, je rentre pas dans les détails. Et puis ensuite, on a le volet biodiversité. Et vous disiez donc confort. Moi j'appelle ça le confort des logements. Compte tenu de l'augmentation des températures, l'augmentation de la pluie, etc. Donc là aussi, dans tous les programmes de réhabilitation, aujourd'hui, il y a un volet biodiversité et un volet lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est vraiment pris en compte maintenant dans les projets. On a des obligations réglementaires et je veux dire, on les a même anticipées. Donc quand on construit un immeuble ou quand on le réhabilite, on regarde le confort d'été, parce que c'est un enjeu majeur. On regarde comment on peut végétaliser au maximum, comment on peut produire nous-mêmes notre énergie, pour effectivement ne plus être dépendant des énergies fossiles. Et on travaille aussi sur l'évolution des vecteurs. On mène une étude aujourd'hui pour voir, on va analyser tous les immeubles des offices pour savoir quel outil de décarbonation ils pourraient utiliser donc, pour produire leur électricité, leur chauffage, etc. Donc c'est vraiment majeur et c'est vraiment un sujet dans lequel le logement social, c'est pour ça que on le dit souvent au gouvernement, à Bercy, au ministère du Logement, à Matignon, on leur dit mais arrêtez de nous couper les jambes en nous ponctionnant, etc. Parce que aujourd'hui, on est plutôt moteur sur ces sujets-là et on a envie de vous accompagner, on a envie d'accompagner les politiques publiques, quoi. Donc laissez-nous faire, mais rendez-nous les moyens que vous nous avez pris depuis 2017. Parce que je ne l'ai pas dit, mais quand même depuis 2017, le logement social a perdu plusieurs milliards d'euros pour faire des économies d'appel à l'État. Voilà. L'APL, c'est quand même ce qui permet à des gens modestes de se loger. Voilà. Alors pour aller plus loin, je voulais aborder avec vous le sujet des diagnostics de performance énergétique. C'est un bon exemple pour illustrer le risque de transition. Alors on rappelle, le TPE, c'est ce qui permet de mesurer en fait si votre logement est éco-responsable. La nécessité d'avoir des logements performants énergiquement, ça a un coût pour les propriétaires. Or, pour certains, l'interdiction à la location des logements classés F et G avait été décidée en 2021 sans concertation suffisante. Aujourd'hui, de nouvelles règles liées au nouveau mode de calcul des DPE devraient s'appliquer, tel qu'annoncé par Christophe Béchu.
Comment cette nouvelle méthodologie peut-elle impacter les bailleurs sociaux ? La loi climat et résilience, moi je veux dire, sur le fond, j'ai rien à dire. C'était bien d'avoir une stratégie fixée, un cap fixé, etc. Mais bon, tous les outils n'étaient pas prêts. Alors, la perfection n'étant pas de ce monde, tout ne peut pas être parfait. Mais quand même, on a lancé des nouveaux DPE qui finalement n'étaient pas fiables. On a revu leur modalité d'établissement, les gens qui sont agréés pour les faire. Enfin bref, excusez-moi l'expression, c'est un bordel sans nom. Mais bon, il faut le faire, on fait les nouveaux DPE, ça va devenir la norme, la référence, etc. Donc c'est vrai que l'impact pour les bailleurs sociaux, c'est d'être au rendez-vous de la loi climat et résilience, donc d'éradiquer les G. Alors il y a déjà les G+, mais ça on n'en avait pas. Les G en 2025, les F en 2028, les E en 2034. Donc c'est ce qui va nous servir de repère. Maintenant, les changements de pied politiques, c'est comme MaPrimeRénov'. Enfin, à un moment, il faut stabiliser un peu le dispositif, quoi. Alors, ce qui est proposé là, c'est-à-dire en fait de revoir les modalités de calcul pour les petites surfaces, nous, ça nous impactera assez peu, parce qu'en fait, on a peu de petits logements. Hein. Nous, je veux dire, un studio dans les HLM, bon, c'est pas 40 mètres carrés, mais c'est pas non plus 15 mètres carrés ou 20 mètres carrés, c'est plutôt 25 mètres carrés. Un type 2, c'est au moins 45, 50 mètres carrés. Aujourd'hui, dans le neuf, c'est au moins 50 mètres carrés. Donc, ça va peu nous impacter. Mais si ça peut aider à fluidifier et à faire en sorte que moins de logements du parc privé sortent de la location, c'est bien pour tout le monde, hein, parce que ça permettra à des gens de garder leur logement, etc., dans des conditions correctes. Mais voilà, c'est pas ça qui va régler le problème. Maintenant, on a un outil imparfait, mais il faut effectivement s'en saisir pour essayer de respecter la loi qui pourra éventuellement évoluer par la suite, quoi. Pour élargir notre spectre, quels sont les autres sujets liés au risque de transition auxquels vous êtes confrontés ? Quand on parle de bâtiments bas carbone, ça semble simple, hein. En fait, il faut changer complètement nos pratiques. Par exemple, là, on était à Nancy, l'office HLM de Nancy réhabilite 2 immenses bars de chacun, de mémoire 400 logements, reconfigure complètement les logements, mais tous les équipements qui sont sortis de ces logements, baignoires, robinets, poignées de porte, radiateurs, j'en passe, sont réutilisés, remis à neuf et réutilisés. Donc économie circulaire. On gaspille pas des produits qui sont toujours de qualité. On les remet au standard actuel et on les réutilise. On démolit. Aujourd'hui, on essaye de trouver les filières qui permettront de recycler ces matériaux. On construit. On a déjà anticipé, beaucoup de bailleurs ont déjà anticipé, même si maintenant ça devient une obligation et qui va être renforcée en 2025, d'utiliser des matériaux biosourcés. Donc tout ça, ce sont des transitions qu'on doit mener en même temps. Donc c'est super passionnant, mais c'est quand même assez compliqué à faire parce qu'il faut créer des filières, etc. Et le logement social, en massifiant, en faisant beaucoup d'opérations, contribue à créer ces filières. Voilà, c'est pour ça qu'on est un acteur qui peut être aussi utile à l'ensemble de la société, pas uniquement aux locataires HLM, parce qu'on contribue à structurer des filières qui vont permettre de répondre à ces enjeux bas carbone. Alors, on n'est pas les seuls, mais on pèse quand même 5 millions de logements, donc je pense qu'on peut forcément contribuer à participer à ces transitions, à être utile à ces transitions. On arrive à la fin de ce 2e numéro. Merci beaucoup Laurent pour votre intervention. La semaine prochaine, nous verrons quelles ont été les réponses proposées par le gouvernement Attal pour répondre à cette crise du logement.